très heureuse de vous tenir compagnie pour ce nouveau numéro de votre émission Mon droit et mon devoir. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande émission. Et vous retrouvez-nous sur toutes nos plateformes Facebook, Twitter, YouTube, TikTok et sur www.rupturetelevision.com. Alors, comme d'habitude, à ma gauche, j'ai Monsieur Arnaud Soumou, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir Madame Gloria Gouneli. Comment allez-vous? Ça va très bien. Et à ma droite, c'est notre invité de ce soir. Lui, c'est Maître Berly Momboano. J'espère que je n'ai pas massacré votre nom. Non, c'est très bien prononcé. Maître Berly Momboano, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Glory. Comment allez-vous? Très bien. Quelle bonne nouvelle déjà. Nous sommes à votre disposition pour répondre à des multitudes de questions relatives à la notion de la Constitution. Comment vous avez passé votre journée déjà? Les embouteillages de Kinshasa et consorts. Bon, vous connaissez la réalité de notre capitale et puis la réalité de la République, la réalité de l'homme congolais. Et voilà, c'est notre vie quotidienne. On en dit quand même. Ouais, très bien. Le problème de la RDC est-il dans la Constitution ou dans son application? Maître Berly Momboano nous en parle ce soir. Puisque la thématique est une question, alors je vous la pose, Maître Berly Momboano. Le problème de la RDC est-il dans la Constitution ou dans son application? Très bien, Madame. Soyez-en remerciée pour l'octroi de la parole. Et j'aimerais tout d'abord, avant d'aborder sur cette notion ou répondre à cette question, essayer quand même de donner le sens du mot constitution. Une constitution n'est en réalité qu'une méta-règle, c'est-à-dire une règle, c'est-à-dire c'est une règle au-dessus de laquelle se trouvent d'autres règles. C'est-à-dire c'est une règle suprême qui crée d'autres règles. Donc, ça, c'est selon l'école kelsenienne. La Constitution, c'est aussi une décision politique fondamentale du pouvoir constituant originaire. Lorsqu'on parle du pouvoir constituant originaire, il faut savoir que nous avons dans l'État, qui est en réalité une personne morale des droits publics, détenteur d'une souveraineté, c'est-à-dire une puissance qui crée des règles et qui n'est pas soumise lors de la création des règles. Et donc, on parle de la puissance de l'État qui est une puissance de volonté. Et les pouvoirs constituants n'est autre que les peuples. Les peuples, une entité réelle, c'est-à-dire une communauté d'hommes formant société unie par leur adhésion à un pacte de justice et à la communauté, c'est-à-dire à un certain nombre de droits. Voilà, donc en réalité, l'État, c'est d'abord une communauté unie par leur adhésion aux intérêts, avant d'être une puissance de domination et aussi une puissance de contraintes légitimes. Et donc, c'est ces peuples-là qui, en tout cas, se réunissent pour décider sur une nouvelle donne ou une nouvelle destination. Et pour décider, il faut créer une entité abstraite. Cette entité abstraite sera dotée de la personnalité juridique, on appellera cette entité l'État. Et les faits pour les peuples de doter à cette entité-là la personnalité morale, c'est-à-dire ça fait de cette entité c'est-à-dire ça fait de cette entité un souverain. Donc l'entité devient souveraine en réalité. Lorsqu'on parle de la souveraineté dans la notion de l'État, il faut tout simplement savoir que cette souveraineté appartient à l'État. Et dans l'État, il faut savoir aussi les détenteurs de la souveraineté, c'est-à-dire les détenteurs du pouvoir. La notion du détenteur du pouvoir renvoie à la notion de l'article 5, à la compréhension de l'article 5, qui parle de la provenance de tout pouvoir ou des sources de tout pouvoir. L'article 5 dit ceci, que la souveraineté nationale appartient au peuple et tout pouvoir émane de lui. C'est-à-dire, ne peut avoir les pouvoirs de commander dans la cité que les pouvoirs, c'est-à-dire ne peut avoir les pouvoirs de commander dans la cité qu'avec la permission du peuple. Parce que le peuple est la source de tout pouvoir. Et donc, les pouvoirs constituants n'est détenus en réalité par les peuples. Et donc, c'est les peuples qui rédigent
la Constitution qui est un élément, qui est une, comment dirais-je, une décision fondamentale du pouvoir constituant. Donc en réalité, la Constitution, c'est une méta-règle, une règle qui organise d'autres règles selon l'école kestenienne. Et voilà, donc pour répondre maintenant à la question, c'était la question. Puisque vous nous avez expliqué en long et en large, c'est que c'est une constitution. Alors la question, comme l'a dit notre thématique, le problème de la RDC est-il dans la constitution ou dans son application, selon vous? En gros, je dirais, les problèmes de la RDC, c'est d'abord les problèmes des valeurs. Parce qu'on rédige une constitution qui est sur base d'une valeur. Auparavant, la constitution a été rédigée sur base de la valeur portant sur les bonheurs de tous. C'est-à-dire, les souverains voyaient dans la valeur, ou soit dans la chose publique, une mission de réaliser les bonheurs communs, c'est-à-dire les bonheurs de tous, et des personnes privées et des personnes privées. Or, aujourd'hui, une constitution ne peut pas être rédigée sur base d'une valeur portant sur les bonheurs. La constitution n'est rédigée que sur base des intérêts que les individus ont décidé de mettre en commun dans un pacte social, c'est-à-dire dans une constitution. Le pacte social n'est autre qu'une constitution. Et donc, l'ensemble ou la somme de tous les intérêts que les individus ont décidé de mettre en commun ont pour contenu la Constitution. Et dire que, et pour répondre à cette question, moi je pense que les problèmes de l'homme congolais consistent d'abord à identifier la conception de sa Constitution. Parce qu'il existe une Constitution séparation des pouvoirs, il y a une Constitution garantie des droits, il y a encore une autre Constitution politique, appelée la Constitution politique, il y a encore une autre constitution appelée la constitution économique. Il existe encore une autre constitution appelée la constitution régorgeant des éléments. C'est une constitution naturelle qui régorge des éléments à l'image de l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, c'est-à-dire toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, moins encore la séparation des pouvoirs, n'a point de constitution. Ça renvoie aux éléments de la Constitution selon les fils de l'homme occidental, tel que dit l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789. Donc c'est la conception des fils de l'homme occidental qui, il faut aussi rappeler que nous ne sommes que le fruit de l'acculturation juridique. Les Congolais n'ont pas inventé la Constitution écrite que nous avons. Les Congolais ont hérité cette Constitution. Nous, on utilisait à l'époque les donnes basées sur la coutume, nos usages, nos traditions immémoriales. Donc actuellement, les problèmes des Congolais, je peux les dire haut et fort, consistent d'abord, du commencement, il faut d'abord commencer par identifier les problèmes en se basant sur la conception de la Constitution. Nous avons une Constitution qui ne cadre pas avec la réalité du pays. Nous avons une Constitution appelée la Constitution politico-juridique. Dans un pays potentiellement riche, les Allemands, après la Deuxième Guerre mondiale, ont compris que pour développer leur pays, il faut créer une constitution appelée la constitution économique. Ils ont réfléchi sur cela et puis ils ont donné, c'est-à-dire l'élément fondamental de la constitution économique allemande, c'était l'homme et ses droits fondamentaux. L'élément, c'est-à-dire la raison d'être de la République allemande, c'est l'homme d'abord et ses droits fondamentaux ou ses besoins économiques. Or, nous, la raison d'être de notre État, c'est d'abord la politique. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut d'abord organiser les champs politiques. Voilà pourquoi lorsque vous allez recevoir un certain nombre de juristes dans vos plateaux, lorsque vous allez leur poser des questions concernant la Constitution, ils vont tout simplement définir une Constitution au sens institutionnel, c'est-à-dire un ensemble de règles auxquelles les pouvoirs politiques s'organisent, s'exercent et se transmettent dans l'État. Ça, c'est une définition politico-juridique du mot constitution. Or, en réalité, actuellement, il faut regarder la conception et dans un pays potentiellement riche, il faut que la constitution puisse avoir pour valeur économique, c'est-à-dire porter sur la valeur économique. Parce que la constitution n'est autre que l'ensemble de tous les intérêts que les individus ont décidé de mettre en commun. Vous voyez, et donc c'est un peu ça. Donc, pour être clair, pour ne pas se perdre, pour ne pas se perdre, j'ai dit, les problèmes des Congolais, c'est d'abord l'identité de sa constitution.
les Congolais ont du mal à identifier la conception de leur constitution. C'est ce qui pose d'innombrables problèmes. Voilà. Bon, Maître Berly, j'aimerais que vous puissiez les dire un peu dans des mots plus faciles. Dans des mots plus faciles, pourquoi? Pour essayer de faire comprendre à ceux qui nous suivent. Alors j'aimerais vous poser juste une question. Vous allez la répondre seulement en un seul mot. Le problème de la RDC, c'est la constitution ou c'est son application? Répondez juste en un seul mot. Les problèmes de la RDC, c'est et la constitution et l'application de la constitution. Et la constitution, pourquoi? Parce que, je le dis et je le répète, dès lors que nous aurons du mal à pouvoir identifier la conception de notre constitution, on tombera toujours sous les coups de l'incompréhension constitutionnelle. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'il faut d'abord identifier la conception de la constitution avant de pouvoir parler du problème. Parce que les problèmes ne peuvent n'être qu'après l'identité ou l'identification de la constitution, ou l'identification du problème. La constitution congolaise, c'est une constitution politico-juridique. Dans un pays potentiellement riche, on ne peut pas avoir une constitution politico-juridique, une constitution dont l'élément fondamental, c'est la politique, c'est l'organisation du pouvoir étatique. Ça, c'est un sérieux problème. Or, les Congo, c'est un pays, économiquement, je peux dire, il y a un mot qui m'échappe, c'est-à-dire potentiellement riche sur les plans du sous-sol. Je ne sais pas si j'ai bien dit. Donc, sur les plans de la richesse du sous-sol, les Congo regorgent d'innombrables richesses. Et voilà, donc il faut essayer d'avoir une constitution portant sur la conception économique pour essayer de développer le pays. Voilà pourquoi lorsque le président de la République avait parlé de faire de la République démocratique du Congo l'Allemagne d'Afrique, moi je me suis demandé, est-ce qu'il est possible de faire de la République démocratique du Congo l'Allemagne d'Afrique dans un pays qui a pour constitution une constitution politique? La réponse est non, c'est impossible, on ne saura pas les faire. Pourquoi? Les Allemands, pour développer économiquement leur pays, y compris les Chinois bien sûr, ont dû créer une constitution appelée la constitution économique, c'est-à-dire portant l'élément fondamental porte sur l'homme et ses besoins économiques. Or, nous, l'élément fondamental de notre constitution, c'est l'organisation politique. Voilà pourquoi lorsqu'on a révisé, même en 2011, la révision était basée beaucoup plus sur la conception économique, la conception politique. Il fallait organiser, donc, voilà. Même aujourd'hui, lorsqu'on parle de la révision, oui, ça porte beaucoup plus sur les domaines politiques. Vous êtes pour la révision, pour le changement, pour... Cette question dépend à quoi et à qui on s'adresse. Ma réponse dépendra aussi à quoi et à qui je m'adresserai. À quoi, pourquoi? Parce que si... on parle au nom de tous les Congolais. Très bien, mais il existe les Congolais... Et on est plus dans la société. Il existe les Congolais, en réalité... les Congos n'est composé que de riz, de communes, de secteurs, de territoires. En tout cas, on ne peut pas, comment dirais-je, unitariser les mots congolais. Donc il faut essayer comment dirais-je, d'identifier chaque Congolais par rapport à son statut social. Voilà pourquoi j'ai dit, ma réponse aussi dépendra à quoi ou de quoi, à quoi et à qui je m'adresse. D'abord, si je m'adresse à l'émotion, je peux tout simplement dire qu'il est, en tout cas, constitutionnellement, il n'y a aucune disposition de la Constitution qui interdit son changement. Et, non, pas son changement, pardon, sa révision. Voilà. Parce que les faits, pour moi, de lire les articles 218, 219, 220 de la Constitution, je peux tout simplement répondre qu'il est possible de pouvoir réviser la Constitution. Et là, c'est si je m'adresse. Bon, moi, je trouve que la question dont on vous a posée, ce n'est pas la question dont vous êtes en train de répondre. La question que Mme Gloria vous a posée, c'est de savoir si vous êtes... vous soutenez la révision de ma la Constitution ou les changements. Ma réponse ne change pas. Ma réponse, c'est que... Bon, j'ai des types de réponses. La question vous est posée en tant que patriote. Moi, je réponds si nous avons reçu un patriote... Je réponds aussi en tant que patriote et aussi en tant que scientifique. Ma réponse dépend à quoi et à qui je m'adresse. Si je m'adresse à l'émotion, je dirais il faut tout simplement regarder les dispositions de la Constitution pour répondre sur la question portant sur la Constitution. Parce qu'on ne peut pas aller outre. La Constitution a déjà répondu à la notion portant sur la révision de la Constitution. La Constitution est pour sa révision. Mais si je m'adresse à l'intellect, je peux tout simplement dire il faut tous commencer d'abord par identifier les comment et les pourquoi et les quand. C'est-à-dire, il faut se poser 3 questions portant sur la notion de la révision constitutionnelle. Comment réviser la Constitution dans un pays
en conflit permanent comme la République démocratique du Congo. Et pourquoi il faut réviser la Constitution et quand est-ce qu'il faut, la réviser? Ça, je me poserai cette question. Comment réviser la Constitution dans un pays en conflit permanent? Actuellement, il est, en tout cas, constitutionnellement parlant, il est impossible de pouvoir réviser la Constitution dans un état de siège. Article 85 et 86 parlent de l'état de siège et de l'état d'urgence. Et cet article-là est encadré, ces deux articles-là sont encadrés aussi par les dispositions de la Constitution portant sur la révision, article 218, 219 et l'article 220. Et les articles 218 219 portent sur la procédure de la révision. Tandis que l'article 220 porte beaucoup plus sur l'élément matériel de la révision. Donc je dirais, dans un état de siège, parce que nous sommes en plein état de siège, la République démocratique du Congo a décrété un état de siège partiel au niveau de l'Est de la République, parce que le pays est agressé. Est-ce qu'il est possible de réviser la Constitution dans un pays agressé? Ce qui se passe à l'Est, c'est au-delà de la rébellion. C'est-il en question? Est-ce qu'il est possible de réviser la Constitution dans un pays agressé et qui a décrété l'état de siège? La réponse est non. Vous voyez, même si la Constitution a permis à ce que l'on puisse réviser, mais la Constitution aussi a donné ses limites. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas me réviser pendant l'état de siège, vous ne pouvez pas aussi me réviser pendant l'état d'urgence. Et donc, je dirais, en un mot, que pour moi, il est possible de réviser la Constitution, mais il faut tout simplement se poser la question sur comment les faire. Parce que dans un état de droit, à la différence de l'état de police, l'état des droits, l'élément matériel de l'état des droits, c'est basé sur je dirais, pas les moyens, pas la fin principale, mais c'est beaucoup plus basé sur les comment les faire. C'est-à-dire, peu importe ce que peut faire l'État, ce qui est nécessaire, c'est de voir la manière, voilà les mots, j'y arriverai, la manière de les faire. Or, dans un état de police, peu importe ce que peut faire l'État, ce qui est important, c'est de regarder la fin principale. C'est-à-dire, vous pouvez violer la loi comme vous voulez, mais ce que nous avons besoin de voir, c'est la fin principale, votre fin. Or, dans un état de droit, on ne regarde pas la fin. Ce n'est pas la fin qui justifie les moyens. Dans un état de droit, c'est les mots que j'avais cités là, comment dirais-je, la manière, c'est la manière qui justifie les moyens. Donc, peu importe ce que peut faire l'État, ce qui compte dans un état de droit, c'est la manière de les faire. Mais maître, moi je veux vraiment à ce qu'on reste dans la société, parce que faut dire que tout le papier, moi, linga la moitié, tout bandit français, tout ça quand même dans France, il y a des gens qui nous suivent et ont besoin vraiment d'une explication nette et tout. Alors, nous sommes dans la Constitution, oui, il y a des articles, c'est la Constitution de 2006, mais le lettre est 2026. Et nous savons que peut-être il y a de ces articles depuis 2006, 2026, et ça a appliqué. Et on se met un peu à la place de toutes ces personnes qui nous suivent, parce qu'il faut dire que les gens souffrent terriblement. Il y a plusieurs problèmes qui surgissent, il y a des problèmes d'insécurité, d'insalubrité, les embouteillages, n'en parlons pas. Y a-t-il des dispositions qui parlent de ces différents problèmes qui ne sont pas appliqués et qui font en sorte que jusqu'à présent, Batobazo continue dans le cadre de la souffrance Ouana? Et pourquoi c'est pas appliqué? J'ai compris, madame. En droit constitutionnel, notamment en droit, beaucoup plus en droit public, appelé les juris ou les jus publicum, il y a un droit appelé les droits d'État. Et dans un droit d'État, c'est-à-dire les droits permettant à l'État de s'auto-limiter et de ne pas être hétérolimité, dans ces droits, ce qui est important, d'abord, c'est de savoir les missions et les devoirs du pouvoir politique. Les pouvoirs politiques, pour Adam Smith, un pouvoir politique n'a que 3 missions ou 3 devoirs. Le premier devoir, c'est de protéger la société contre les violences internes et externes. Est-ce que ça s'est fait? Ça, c'est vous n'avez qu'à lire ce qui se passe à la société. Moi, je veux vraiment que nous soyons réalistes. Moi, j'aimerais aussi qu'on soit vraiment réalistes, pragmatiques, tout.
Puisque c'est quand même une émission. On entre un peu dans la société. Dans la société, c'est le problème auquel nous sommes confrontés, entre autres les embouteillages, l'insécurité. Ce qui cause ces problèmes, c'est la Constitution. C'est la Constitution. On n'arrive pas à appliquer certaines lois, certains articles et tout. Qui normalement est censé pouvoir réguler l'existence sociale? C'est le pouvoir politique. Parce que le peuple a doté un pouvoir à un certain nombre parmi eux pour que ceux-ci puissent faire quoi? Puissent les diriger. Voilà pourquoi je vous dis que le pouvoir politique n'a que 3 devoirs. Le premier devoir, c'est de protéger la société contre les violences internes et externes. Vous n'avez qu'à voir, est-ce que notre pouvoir politique nous protège à l'interne? Est-ce qu'il n'y a pas de phénomènes? Est-ce que les phénomènes Koulou n'en est pas son plein? Est-ce que nous avons déjà réussi à extirper les problèmes des embouteillages? Ou est-ce que nous sommes protégés contre les violences extérieures? Ça, c'est le premier devoir. Le deuxième devoir, c'est de donner un appareil judiciaire assez fort, permettant à ce que tout le monde puisse recevoir gain de cause, c'est-à-dire toutes les victimes puissent recevoir gain de cause, sans pour autant regarder les statuts sociaux des gens. Vous n'avez aussi qu'à regarder, est-ce que notre pouvoir politique nous sert à pouvoir ou à avoir un appareil judiciaire assez fort permettant à tout individu d'avoir gain de cause pendant que son droit est violé? Ça, c'est la question que nous devons nous poser sans pour autant se positionner. Parce que sur la notion de la Constitution, nous avons du mal à identifier les scientifiques et les politiques. Il y a certaines personnes qui, lorsqu'elles passent à la télé, elles se donnent beaucoup plus l'occasion de parler de la Constitution en se penchant sur les domaines politiques, tout en s'identifiant comme étant des politiques. Or, moi, j'aime pas beaucoup plus montrer ma casquette politique ou mon choix politique. Parce que je ne fais pas partie des partis politiques. Donc, je ne peux pas être partisan des partis politiques pour répondre par oui ou par non. Moi, je réponds par les obligations étatiques. L'État, en tant que personne morale, a des droits et des obligations. Et l'État a confié son pouvoir à un groupe d'individus appelés gouvernants. Et ces gouvernants sont régis par un certain nombre de devoirs. Les premiers devoirs, c'est de protéger la société contre les violences internes et externes. Le deuxième devoir, c'est d'organiser un appareil judiciaire assez fort, permettant à chaque individu d'avoir gain de cause pendant à chaque moment que son droit sera violé. Le troisième devoir, c'est d'ériger une administration assez forte, permettant à ce que les administrés puissent aussi avoir gain de cause, c'est-à-dire les services publics. Nous n'avons qu'à se poser la question sur les 3 devoirs que les pouvoirs publics aient nécessairement tenu de pouvoir réaliser dans la société. Sans pour autant que je puisse faire partie d'un camp. Parce que je ne vais pas être pour contre un autre. Voilà pourquoi je réponds de manière scientifique. Chaque Congolais, puisque vous m'avez dit de répondre vraiment à un Congolais lambda. Chaque Congolais n'a qu'à soyons un peu bilingue. Voilà. Chaque Congolais n'a qu'à se regarder sur le plan social. Si l'État a répondu à... il y a aussi une nuance à faire. Les pouvoirs politiques n'ont pas pour mission de répondre aux besoins de chaque individu. Les pouvoirs politiques ont pour mission de répondre aux intérêts contenus dans la Constitution. La Constitution n'a pas permis à ce que l'on puisse avoir l'insécurité sur le plan social ou sur sur l'étendue du territoire. Et si vous voyez que les pouvoirs politiques n'arrivent pas à extirper ces phénomènes-là de donc là, c'est un problème d'application. Voilà pourquoi je vous dis de pouvoir tout simplement vous interroger sur... La mission de protéger le personne et l'air bien, c'est une mission qui est reconnue à la police. Aujourd'hui, notre pays est confronté à l'insécurité. Et heureusement que vous commencez à comprendre. Ces mêmes policiers-là deviennent complices de crimes. Très bien. Nous vivons à Kinshasa, mais nous vivons comme si on était à l'Est. Madame, je vous dis ceci. Attendez, je vais donner un exemple. La police, je l'ai dit pourquoi? Parce que la police qui est censée protéger la population, mais la police, il y a un moment est comme complice, il y a un crime, il y a un alors, vous allez voir que les criminels sont côté de la Minduki. On se pose la question, Minduki wana.
sûrement bah, que vous n'aurez pas un policier, moyennant quelque chose. Et non seulement ça, vous êtes peut-être agressé et vous faites appel à la police, mais au lieu de la police, je vais dire, ok, on a poste, il n'y a pas moyen que je vienne vous porter secours. Alors, on se pose mille et une questions. Est-ce là, la police est en train de protéger la population ou elle est en train d'exposer la population? Badou, na répondre à une question na lingala. Oui, bah Congolais tous un problème moi quand ils que police a évite d'abord rôle n'a été en tant que policier. Nicolas Delamare a dit que la police n'a pas seulement pour mission de maintenir l'ordre, mais la police a pour mission de maintenir tout en ordre, c'est-à-dire la mission de la police ne consiste pas seulement à réguler l'existence dans un domaine, dans un seul domaine, par exemple les médecins de l'ordre public. Lorsqu'on parle de médecins de l'ordre, on voit la tranquillité publique, la santé publique, la moralité publique, voilà, donc, et tout ce qui va avec. Or, la police n'a pas seulement pour mission de faire ce que je viens de citer là. Elle a aussi pour mission de conduire l'homme à sa parfaite vie sur terre. Ça, c'est Nicolas Delamare. Donc, la police touche tout ce qui a trait à l'intérêt public de la société. Maintenant, si nous avons une police qui ne comprend pas ce qu'on appelle la mission régalienne de la police, les iura regalia de la police, c'est un sérieux problème. Maintenant, il faut condamner qui? Ça, c'est la meilleure question qu'il faut se poser. D'abord, on condamne les souverains. Les souverains, c'est qui? C'est le peuple. Adam Smith dit ceci: tout peuple, toute cité, toute société qui tend à pouvoir se maintenir de manière durable dans une association doit être régie par une personne intelligente. Cette personne intelligente, c'est les pouvoirs politiques en action. Les pouvoirs politiques en action n'est autre que les gouvernements. Est-ce que nous sommes régis par un gouvernement intelligent? C'est la question que je pose, où je me pose aussi moi-même. Oui, donc, toute société qui tend à pouvoir se maintenir de manière durable dans une nation, peu importe, doit être régie par une personne intelligente. C'est-à-dire avoir un gouvernement qui comprend ce rôle. Parce que la gestion de la chose publique ne consiste pas seulement à gérer les choses. Ça consiste aussi à gérer l'homme ou à gérer l'âme. On parlera des gouvernements des hommes et des gouvernements des âmes, comme l'a dit la doctrine de saint Thomas d'Aquin. Donc, lorsque vous gérez la chose publique, vous devez savoir que vous ne gérez pas seulement la chose, c'est-à-dire les bâtiments, l'administration et tout ce qui va avec. Vous gérez aussi les hommes. C'est ainsi que, lorsque le président de la République prête serment en vertu de l'article 74, beaucoup ne le savent pas. Là, je vous révèle une histoire. La Constitution congolaise a reconnu des souverains. Nous avons les souverains illimités, c'est-à-dire les très hauts, les tout-puissants créateurs, et nous avons les souverains absolus. La doctrine bodinienne a fait cette différence entre les souverains absolus et les souverains illimités. Les souverains absolus, c'est les peuples. Et dans la Constitution congolaise, a fait en sorte que l'on puisse, comment dirais-je, reconnaître les pouvoirs du souverain illimité. Voilà pourquoi le président de la République, lorsqu'il prête serment, il devient serviteur dédié, premier élément, et il devient aussi serviteur du peuple. Il devient serviteur dédié, pourquoi? Parce qu'il est tenu à faire tout ce qu'il a promis à Dieu. J'agis devant Dieu et devant la nation. Lors de la prestation des serments, le président quitte son corps physique pour être revêtu d'un corps politique. C'est-à-dire, il noue une relation spéciale entre lui et Dieu, sur base de ses promesses faites à l'égard, c'est-à-dire envers Dieu, de ne pas violer les lois de la République, de conduire les peuples vers sa bonne fin, de diriger en tant qu'un bon dirigeant. Voilà pourquoi lorsqu'on parle du mot gouvernant, il faut savoir que ça a un sens. C'est d'abord une mission. Gouverner, c'est une mission, c'est une fonction, c'est un devoir. Et c'est aussi un sacerdoce, parce que le président est serviteur de Dieu. En vertu de l'article 74, il prête serment devant Dieu. Parlons de l'article 74 de la Constitution. Parce que l'article 74 de la Constitution, le président de la République prête serment en jurant devant Dieu. Mais rappelons que nous sommes dans un État laïque. L'État laïque ne veut pas dire l'État athée. La laïcité ne veut pas dire l'athéisme. Vous êtes laïque, c'est-à-dire vous accordez la possibilité à chaque individu de choisir son propre Dieu.
ou soit de choisir sa propre direction. Comment le président de la République peut jurer devant Dieu tandis que nous sommes dans un État où quelqu'un choisit son... Nous ne sommes pas dans un État qui ne reconnaît pas la puissance de Dieu. Mais nous sommes dans un État qui reconnaît à chaque individu la possibilité de pouvoir choisir sa propre direction spirituelle. Parce que la mission de la chose publique ne consiste pas à transformer les lois de Dieu ou à rédiger les lois de Dieu. Voilà pourquoi on a fait la différence entre les souverains absolus et les souverains illimités. On a laissé les soins au souverain illimité qui est Dieu de pouvoir rédiger ses propres lois parce que Dieu il règne à maître contesté et incontestable par sa loi pour le bien-être des créatures terrestres et célestes, comme il veut. Le président, lorsqu'il prête serment devant Dieu, il quitte, comment dirais-je, voilà, il quitte notre monde, hein? C'est-à-dire il est revêtu actuellement de la fonction politique. Et d'ailleurs, l'article 64 fait de lui une institution. L'institutionnalisation de sa personne commence par là, pardon. Vous voyez, par le simple fait pour lui de prêter serment devant Dieu, c'est un sacre. Vous voyez, donc il est tenu à réaliser ses missions. Si le président de la République ne fait pas bien sa mission, en tout cas, le peuple n'a qu'à réagir et à voir est-ce que la mission confiée au président de la République a été tenue ou est-ce que le président de la République n'a pas tenu sa mission faite devant d'abord Dieu et devant les peuples. Le peuple est aussi souverain en vertu de l'article 74 parce que le président de la République prête serment aussi devant lui. Lui, il est souverain absolu. La souveraineté absolue du peuple fait en sorte qu'il ne peut que, lors de la rédaction des règles, qu'il ne puisse pas être, comment dirais-je, limité par une puissance extérieure, mais qu'il s'auto-limite lors de sa rédaction. C'est-à-dire, il peut choisir quelles règles il faut mettre dans la Constitution, quelles règles il ne faut pas mettre dans la Constitution. Il n'est pas soumis par une puissance hétérogène. Vous voyez, donc ça, c'est sur le plan humain. Voilà, c'est sur le plan humain. On parle de la loi humaine. On ne parle pas de la loi de Dieu. Parlant de la loi de Dieu, là, les champs est laissé entre les mains de Dieu. Voilà pourquoi il ne faut pas aller au-delà lorsqu'on parle de la notion sur la gouvernementalité. C'est-à-dire qu'il faut tout simplement regarder est-ce que la mission confiée au président de la République est réalisée en tant que, c'est-à-dire réalisée un bon père de famille ou est-ce que le président va outre sa mission? Parce qu'il a prêté serment devant Dieu. Maintenant, c'est un intermédiaire entre Dieu et les hommes parce qu'il a reçu mandat de gérer la cité, de gérer l'homme, de gérer la chose publique, de gérer même l'âme. Voilà pourquoi on parle du gouvernement d'âme ou du gouvernement d'homme, comme l'a dit la doctrine de saint Thomas d'Aquin. Donc, les gouvernements n'ont pas seulement pour mission de gérer la chose, de gérer les bâtiments, le Sénat, non. Il a aussi pour mission de gérer l'homme. Donc, il doit chercher à vous amener vers la fin supérieure. C'est d'ailleurs la définition du mot politique selon Aristote. Parce que selon Aristote, la politique est l'art du commandement social. L'activité pacificatrice permettant à une société ordonnée, à une société de s'ordonner à une fin supérieure. Donc, c'est un art du commandement social qui vous permet à pouvoir avoir une vie meilleure dans la société. Contrairement à ce que l'on voit ici en République démocratique du Congo. Dans la République démocratique du Congo, a juste un problème c'est-à-dire les gouvernants ont un problème de la gouvernementalité. La majorité de nos dirigeants ne savent pas ce qu'est une notion de la gouvernementalité. Lorsqu'on parle de la notion de la gouvernementalité, c'est-à-dire les gouvernants n'ont pas pour mission de réaliser leurs propres fins, leur propre bonheur. D'ailleurs, la meilleure mission de l'État, c'est de servir et non de se servir. Servir les peuples. Voilà la question. Voilà. Vous avez, d'ailleurs, je tiens à saluer vos interventions, vos interventions très pertinentes. Et j'aimerais que l'on puisse, j'aimerais qu'on puisse entrer dans la société. Comment jugez-vous l'acte de la ministre de la Jeunesse, Grace Coutinho, qui a marché dans le rue de Kinshasa en disant que on doit changer la constitution? Pourquoi? Parce qu'il n'y a un seul article, qui parle de la jeunesse. Comment jugez-vous ces prétentions de la ministre de la Jeunesse, Grace Coutinho? Je répète, tout peuple, toute société, toute cité qui tend à pouvoir se maintenir durablement doit être régie par une personne intelligente. Cette personne intelligente n'est autre que le pouvoir politique en action, c'est-à-dire le gouvernement. Ça, c'est le problème d'avoir des dirigeants qui ne comprennent rien sur la notion de la chose publique. Pourquoi je l'ai dit? Il est en droit constitutionnel
incongru de regarder la notion sur les changements de la Constitution dans la Constitution. Parce que la Constitution n'a pas prévu sa propre mort. Vous ne pouvez pas regarder la notion portant sur les changements de la Constitution dans les articles de la Constitution. Ça n'existe pas. Sous d'autres ici, on regarde la notion sur les changements dans la conception de la Constitution. Est-ce que nous avons une conception politique de la Constitution ou nous avons une conception économique de la Constitution ou est-ce que nous avons une conception sociale de la Constitution? À ce moment-là, on peut se demander est-ce qu'il faut changer, c'est-à-dire quitter les domaines politiques pour être revêtu d'un autre domaine ou pour embrasser un autre domaine. Donc, la ministre a juste commis, comment dirais-je, la plus grosse erreur de sa vie en matière de la Constitution. La ministre, normalement, doit avoir pour conseiller, c'est-à-dire un constitutionnaliste intelligent. Non, elle n'a pas, elle a de conseiller. Non, un ministre ne peut pas manquer. Veuillez m'appeler les conseillers constitutionnels des ministres ici dans ces plateaux. Je vous jure qu'il ne fera même pas des minutes en termes de débat sur les droits constitutionnels. Je vous jure. Tous ceux-là même qui défendent les ministres concernant le sujet du changement de la Constitution ne feront même pas des minutes. Là, je vous l'ai dit haut et fort. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'il est fait pour un juriste, entre guillemets, ou un gouvernant, de regarder déjà la notion sur les changements de la Constitution dans les articles de la Constitution, ça fait de lui déjà quelqu'un qui ne comprend absolument rien. Parce que les articles de la Constitution ne prévoient pas les modalités de ces du changement. Et bien voilà. Alors, maître, puisque la télévision, c'est le temps, qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent retenir de cette thématique après avoir décortiqué tout ceci? Et voilà, donc moi je dirais ceci. Ce qu'il faut regarder dans un état de droit, c'est la manière de les faire. Les changements de la Constitution ne peut jamais être un problème parce qu'on ne peut changer la Constitution qui formant 3 conditions. La première condition porte sur les partis politiques élus ayant la majorité acquise à sa cause. Ces partis politiques-là peuvent changer la Constitution pour, en tout cas, essayer quand même d'améliorer la situation du peuple comme il veut. Hein. Je parle d'un parti politique qui tend à pouvoir améliorer selon ses promesses électorales. Il peut se trouver dans un embarras par rapport à ce qu'il a vu sur les champs d'application et se demander est-ce qu'il faut pas essayer de basculer. Donc ces partis-là peuvent changer la Constitution. Deuxième élément, c'est les avancées. Ce sont les avancées technologiques. Les avancées technologiques peuvent aussi conduire au changement de la Constitution. Vous voyez, donc, troisième élément, c'est aussi les problèmes des mœurs. On regarde, parce qu'une Constitution, normalement, doit porter sur la théorie de l'arbre vivant, c'est-à-dire marier la réalité, la réalité du terrain à la Constitution. Est-ce que la Constitution s'adapte à la réalité actuelle du mœurs? En regardant ces 3 conditions, on peut se donner ou se poser la question si nous sommes vraiment en train de pouvoir, ou soit s'il est possible à l'heure actuelle de pouvoir changer la Constitution, ou soit si nous avons déjà atteint les seuils de la notion sur les changements de la Constitution. Et donc, je pense que, je l'ai dit encore une fois, la notion sur les changements de la Constitution, sur la révision de la Constitution, ou peu importe les mots qu'on peut utiliser, n'a jamais été un problème dans un État. Mais ce qui pose problème, c'est la manière de les faire. On ne peut pas changer et moins encore réviser la Constitution dans un État en conflit permanent. Alors, entrons dans la thématique pour clore. En un mot, le problème de la RDC est-il dans la Constitution ou dans son application? Les problèmes de la RDC est dans la conception de la Constitution. Très bien. Alors, 2-3 personnes à saluer. Ouais, je salue d'abord mes parents, ma famille, je salue, il y a un ami relevant qui tend pouvoir m'inviter dans leur mouvement citoyen pour que l'on puisse organiser des conférences portant sur la notion de la Constitution, expliquer à un certain nombre de gens la manière de passer ou soit de comprendre la notion portant sur la gouvernementalité. Et merci à tous ceux donc, qui m'ont suivi. Et je remercie aussi les journalistes de m'avoir accueilli. Merci. Et je souhaiterais que ça ne soit pas la dernière fois. Voilà. Et c'est la première fois, mais que cela ne soit pas la dernière. Nos portes sont grandement ouvertes pour vous recevoir. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, amoureux de la chaîne Rupture Télévision, nous sommes arrivés à la fin de votre grande émission. Mon droit et mon devoir, une émission qui vous fait découvrir vos droits, mais aussi vos obligations, car nul n'est censé ignorer la loi.
Merci Maître Berly d'être passé, merci Madame Gloria. Merci. Merci à toute l'équipe de la chaîne Rupture Télévision, l'équipe de la technique bien sûr. Je vois Osé, je vois Mosey, je vois Paula Moukendi, je vois Serge. Nous réitérons le même remerciement à tous ceux qui nous ont suivis de partout. Rendez-vous très prochainement dans un prochain numéro avec un nouveau invité, une nouvelle thématique, avec le même plaisir. À très bientôt.